Après plus de 500 jours sans nouveaux iPad, Apple vient donc de lever le voile sur à la fois l'iPad Air M2, qui est ici, et dont on parlera dans une vidéo dédiée, mais surtout les nouveaux iPad Pro 13 pouces et 11 pouces. Et cette année, ils font plein de nouveautés. Nouvel écran OLED, nouvelle puce Apple M4, finesse inégalée, une option d'écran en verre nano texturé, un nouvel Apple Pencil Pro, un nouveau Magic Keyboard, une nouvelle application Logic Pro et Final Cut Pro, bref, c'est juste beaucoup trop cool. Vous me connaissez, ça fait quelques jours que je les ai reçus, que je les teste, d'ailleurs vous êtes nombreux à avoir attendu cette vidéo qui a un peu tardé à venir. Je vais tout vous dire concernant ces nouveaux iPads que j'ai en 11 et 13 pouces. Alors, l'iPad étant produit aujourd'hui un peu ovni quand même dans le monde de chez Apple. C'est plus sympa qu'un iPhone par exemple pour regarder des vidéos, pour jouer, pour créer, pour composer, bref, pour s'amuser en tactile, mais c'est bien moins polyvalent et complet qu'un Mac, dû notamment au manque d'applications professionnelles, au multitâche, au double screen, mais surtout à l'OS. iPadOS est beaucoup trop limité. Donc on peut faire beaucoup de choses avec un iPad, mais pas autant de choses qu'un Mac. Et ça, Apple le dit de plus en plus, l'iPad n'est pas voué à remplacer le Mac. C'est voué à être un complément, et Apple le dit également, ceux qui ont un Mac ont également un iPad et inversement. On n'achète pas un iPad pour remplacer un Mac. Donc Apple n'a pas intérêt de mettre macOS dans un iPad qui lui-même a iPadOS, et Apple n'a pas non plus intérêt de rendre l'iPad un équivalent du Mac, parce que finalement ce serait se tirer une balle dans le pied. On a donc désormais deux nouvelles tailles d'écran disponibles, nouvelle entre guillemets, attention, 11 et 13 pouces à la place du 12,9 pouces, mais surtout dans un format ultra fin. La version 11 pouces mesure 5,3 mm d'épaisseur, là où la version 13 pouces mesure 5,1 mm d'épaisseur. C'est tout simplement le produit d'après Apple le plus fin qu'il n'ait jamais existé, encore plus fin qu'un iPod Nano. Mais ils ont peut-être oublié qu'ils avaient eux-mêmes proposé une chiffonnette, beaucoup plus fine. Non, blague à part, quand on compare à un iPhone 15 Pro Max ou à un iPad Pro M2, c'est juste bluffant de proposer un produit aussi fin, mais surtout aussi puissant, et avec un écran aussi beau. On va y arriver. Et concernant la finesse, est-ce que finalement c'est si intéressant que ça? Oui, c'est cool parce que c'est fin, c'est joli et en main c'est bluffant, mais finalement on ne utilise que très peu l'iPad comme ça, sans rien. On lui connecte quoi qu'il arrive des accessoires externes comme pourquoi pas le Magic Keyboard d'Apple, qui est celui-ci et qui le rend très épais une fois fermé. Et d'ailleurs, pour la blague, l'Apple Pencil Pro est plus épais que l'iPad Pro. Non, là où ça change beaucoup et là où on a un véritable intérêt, c'est dans l'écran qui est désormais un écran OLED. Et d'ailleurs, Apple a décidé de proposer tout simplement le plus bel écran OLED disponible aujourd'hui sur le marché en superposant deux couches de dalles OLED. Ils appellent ça du tandem OLED. On a deux couches OLED qui permettent d'avoir à la fois des contrastes bluffants, des noirs ultra profonds, des lumières hyper vives, mais surtout une luminosité impressionnante. 1000 nits en classique, 1600 nits en HDR et en plein jour. Et quand on compare les deux, c'est juste bluffant. Et pour la première fois également, Apple a décidé de proposer une option disponible uniquement dans les versions 1 et 2 Tera qui coûte 130 € et qui est donc un verre en nano texturé. Voilà, c'est celui-ci qui permet justement de ne pas avoir de reflet quand on est en face d'une lumière ou quand on est en plein soleil. C'est pas un écran qui donne cette sensation d'écrire sur du papier, non. Ce n'est pas un écran en verre trempé non plus, c'est simplement un écran anti-reflet, comme on peut retrouver sur le Studio Display ou sur le Pro Display XDR. Et d'ailleurs, comme c'est un procédé bien particulier, on voit que les bordures, elles, ne sont pas mates, on a toujours les bordures brillantes, donc on a vraiment ce contraste saisissant, parce que comme les caméras et Face ID sont tout autour, on ne peut pas mettre un écran un peu plus mat par-dessus, ça aurait obstrué tout simplement les caméras. Caméras qui sont d'ailleurs désormais dans un autre sens. En paysage, comme l'iPad 10 à l'époque, simplement on garde la pomme en portrait. Allez savoir pourquoi. Après avoir un peu pour qui ça va vraiment être destiné, parce qu'on perd un peu ce côté écran OLED ultra bien défini, on a cet écran un peu plus granuleux, et à voir surtout comment ça va vieillir. Est-ce qu'il n'y aura pas trop de traces de doigts et de rayures sur cet écran? Affaire à suivre, je vous donnerai bien entendu mon ressenti et mon retour d'expérience si j'ai des problèmes avec cet écran sur mon compte Instagram @jbaptistn. Et d'ailleurs, écran en verre nano texturé oblige, Apple fournit dans la boîte, quand vous avez cette option, la chiffonnette. Troisième gros changement dans ces iPads, c'est l'apparition d'une nouvelle puce. Fini la M2, on passe à la M4. Et oui, Apple saute la M3, ça fait beaucoup de puces aujourd'hui disponibles dans le monde depuis l'arrivée des puces Apple Silicon fin 2020. M4 parce que pour Apple, c'est obligatoire d'avoir ce style de puce pour ce style de produit dans plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils sont tellement fins, il faut une puce hyper énergétique pour gérer tout simplement la dissipation de la chaleur, pour gérer ses écrans OLED et pour gérer la finesse, tout en gardant une autonomie bluffante, mais aussi une puce qui est là pour l'IA, et on le sait bien entendu,
iPadOS 18 qui sera présenté le 10 juin prochain à la WWDC devra tout simplement amener beaucoup d'intelligence artificielle dans les iPads, que ce soit dans les applications d'Apple, dans les applications tierces, mais aussi dans l'utilisation globale de ce qu'Apple devrait annoncer enfin lors de la WWDC pour venir concurrencer OpenAI, Gemini de Google ou encore tout ce que Microsoft peut proposer. Donc Apple, tant qu'à présenter des iPads quelques semaines avant, autant qu'ils soient totalement prêts pour cette IA qui va arriver. C'est le cas donc dans ces iPads avec la puce M4 qui permet ça, mais aussi qui amène des nouveautés bien entendu, dont du mesh shading, du ray tracing, du dynamic catching et du Neural Engine, donc pour gérer l'IA, et toute la partie jeux vidéo qui débarque donc avec des meilleurs graphismes, des meilleurs reflets, des meilleures lumières qui sont hérités de la puce M3 qui n'existait pas jusqu'à présent dans les iPads. Cette année, on a toujours par exemple le Stage Manager qui permet de connecter son iPad à un écran externe et avoir une sorte de vrai double screen. Je trouve que ça marche de mieux en mieux et c'est vraiment pratique. On va pouvoir dessiner, créer, composer, monter des vidéos, jouer. On va pouvoir faire beaucoup de choses sur l'iPad et ce qui est cool, c'est qu'on a un multitâche qui existe aujourd'hui. Ça ne chauffe pas, ça ne lag pas, ça ne rame pas. Bref, ça marche extrêmement bien et c'est comme un iPhone, c'est instantané. On l'allume, on l'éteint, on prend une application, on va d'une à l'autre et c'est hyper efficace. Moi de mon côté, j'ai beaucoup plus testé Logic Pro dans sa version 2 qui est sortie il y a quelques jours à peine sur ces iPads. Je suis musicien, je compose des musiques à la guitare et Logic Pro pour le coup c'est une application juste géniale. D'autant plus cette nouvelle itération qui permet par exemple quand on va importer une prise audio avec plusieurs instruments de pouvoir les séparer et avoir la guitare d'un côté, la voix de l'autre, la batterie et le piano ou encore la basse, de pouvoir chacun les modifier, changer les accords, changer la dynamique, changer la vélocité, l'intensité, c'est trop bien. Jusqu'à présent, moi, quand j'importais de la guitare à l'intérieur, j'utilisais le drummer. C'est l'IA de Logic Pro qui permet de créer des pistes batterie selon exactement ce que l'on a envie et de pouvoir l'ajuster à souhait pour avoir la batterie exacte qu'on a en tête. Et bien désormais, on peut avoir exactement pareil sur de la basse et sur du piano. Et je peux vous dire que c'est juste trop bien. Si jamais vous êtes curieux que je vous fasse une vidéo dédiée sur la création musicale sur Logic Pro iPad, composer une musique comme moi je la compose à la guitare sur Logic Pro iPad, n'hésitez pas, les commentaires sont là et on pourrait faire ça d'ici cet été. Final Cut Pro, quant à lui, sortira à l'été, donc j'ai pas pu le tester encore et on en reparlera pourquoi pas d'ici là aussi. Et sur un autre point vachement intéressant, c'est le nouvel Apple Pencil Pro. On l'attendait pas du tout, mais c'est un pencil qui coûte 149 €, un peu plus cher que la génération précédente, mais qui aujourd'hui coûte le même prix que la génération précédente parce que celui-ci n'est uniquement compatible pour l'iPad Pro M4 et l'iPad Air M2 parce qu'ils ont revu le procédé d'aimant sur le côté puisque les nouveaux iPads sont beaucoup plus fins. Bref, c'est dommage, mais ça se comprend. Le nouvel Apple Pencil, il est vraiment fait pour les dessinateurs. Je ne suis pas dessinateur, mais je teste quand même parce que je trouve ça juste trop bien. On a désormais un retour haptique quand on pince l'Apple Pencil avec un retour haptique hyper satisfaisant qui va nous s'afficher à l'écran quand on vient le pincer, une palette d'outils, de gomme, de couleurs dont on va pouvoir naviguer à l'intérieur et s'amuser dedans. En plus du double tap, en plus de l'inclinaison, on va voir la rotation désormais de l'Apple Pencil, hyper pratique pour dessiner ou pourquoi pas pour écrire dans de la calligraphie. J'ai testé, c'est juste trop stylé. On a aussi le Find My, on va pouvoir retrouver son Apple Pencil si on l'a perdu chez soi. Alors on va pas le faire sonner, mais on pourra le géolocaliser, mais surtout on va avoir la possibilité, et ça c'est du Apple tout craché, c'est d'avoir une ombre quand on est par exemple avec une gomme ou un stylo, bille à plume, et bien justement de l'outil en question sur l'iPad dessiné, et quand on va rotationner un peu son pencil, et on aura l'outil qui va aussi tourner sur lui-même. Il n'y a qu'Apple pour faire ça, c'est juste bluffant. Moi le pencil je m'en sers pour signer des documents, c'est trop bien, ou pour parfois retoucher des photos. Donc c'est pas l'ustensile qui moi me sert vraiment au quotidien, à l'inverse du nouveau Magic Keyboard, qui lui pour le coup a été revu de long en large et en travers, désormais en aluminium avec des nouvelles touches, dont surtout la nouvelle barre au-dessus qui est une barre de fonction avec des raccourcis clavier, un nouveau trackpad qui lui pour le coup devient cliquable de partout, et surtout un nouveau design un peu plus épais quand même que la génération précédente, avec toujours un port USB-C sur le côté gauche. J'aurais bien voulu en avoir également un sur le côté droit pour avoir 3 ports USB-C, mais ce n'est pas le cas, et un Magic Keyboard qui coûte toujours aussi cher, plus de 300 € minimum. Ça fait cher la protection clavier, mais c'est, je pense, ultra nécessaire dans ce style de produit. Alors du coup, l'iPad Pro, qu'est-ce qu'on en pense cette année? Pour Apple, c'est la plus grande révolution d'iPad qu'il y a eu depuis 2010, sa première annonce. Je suis pas totalement d'accord. Pour moi, c'est 2018 lorsqu'Apple a sorti l'iPad Pro nouvelle génération. Ça n'en reste qu'aujourd'hui, c'est un iPad qui apporte énormément de nouveautés, l'écran OLED, la finesse, le pencil, les nouveaux usages et surtout une puissance inégalée qui, à mon sens, verra tout son sens à partir de juin via iPadOS 18. Mais n'en reste que ça reste un iPad. Ce n'est pas un Mac, donc on ne fera pas autant de choses qu'avec un Mac, mais on fera des choses différentes. Et il faut, je pense, aujourd'hui remettre l'église au centre du village et se dire qu'un iPad
ne sera jamais un Mac. Un iPad fera des choses en plus du Mac et des choses en moins, comme un Mac fait exactement la même chose, et que chaque produit aujourd'hui chez Apple a une vraie utilité. L'iPad sera vraiment pratique pour créer, pour dessiner, pour retoucher, pour composer, pour travailler, pour être on the go, pour faire beaucoup de choses, là où le Mac sera plus compliqué. L'iPad a des applications plus de divertissement, là où le Mac n'en a pas. Netflix, YouTube, Prime et j'en passe, où on peut télécharger des contenus. Ce n'est pas possible sur Mac. Donc oui, en soi, aujourd'hui, l'iPad peut trouver sa place, mais en complément d'un Mac. On va pas acheter un iPad pour remplacer un Mac, et je le déconseille toujours aujourd'hui. Même si j'ai fait le test plusieurs fois, c'est compliqué d'avoir uniquement un iPad qui ferait tout. Bref, en soi, je vous conseille, quoi qu'il arrive, ce nouvel iPad Pro, même si vous avez un iPad Pro M2, qui est sorti quand même il y a bientôt 2 ans, à partir de 1219 € en 11 pouces et 1569 € en 13 pouces, c'est un gros budget. À vous de choisir argent ou gris sidéral, à vous de choisir avec ou sans cellulaire, à vous de choisir avec ou sans écran nanotexture, et bref, il y a beaucoup de choix, ça peut monter jusqu'à près de 3000 €. On se retrouve bientôt pour parler de l'iPad Air 11 pouces, la vidéo arrive, bougez pas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous abonner, on en parlera. Ça c'est le 13 pouces, mais ça existe aussi en 11 pouces. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.